Salut à tous. Présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun. 13 candidatures retenues sur les 83 déposées à Elections Cameroun. La liste a été publiée ce samedi 26 juin sur le grand absent Maurice Kamto. Tandis que certains jubilent, d'autres annoncent un combat au Conseil constitutionnel, tandis que si d'autres, c'est la consternation, car ils n'ont pas pu déposer dessus des candidatures pour cette élection présidentielle. C'est le cas de notre invité de ce soir. Eugène Yambal, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation dans le 4e pouvoir. Merci. Alors, Eugène Yambal, 13 dossiers de candidature retenus sur 23, 70 recalés ce samedi. Quel regard jetez-vous sur les listes de candidatures qui ont été bien sûr données par l'ECAM ce samedi? Merci beaucoup. Comme la plupart des Camerounais, je découvre avec stupéfaction la liste des candidats retenus aujourd'hui qui nous envoie plusieurs messages. Le premier, c'est d'abord l'inflation de candidats que nous avons eu à l'occasion de cette élection présidentielle. 83. Bon, ceci envoie plusieurs messages. Le premier, c'est que il semble y avoir un engouement important pour cette élection présidentielle. Le deuxième message, c'est que cette inflation, avec la diversité des candidats, donne l'impression d'une désacralisation de la fonction présidentielle. Parce que c'est la fonction suprême dans tous les pays du monde. Et nous avons vu une multitude de candidatures. Oui. Et on espère que tous les candidats étaient suffisamment armés en termes d'expérience et en termes de programme pour répondre aux besoins des Camerounais. Alors, 83 candidatures. Oui. Le dernier message également, c'est que ça reflète l'état d'effondrement, en fait, les attentes de la population camerounaise et l'état d'effondrement de la vie politique, économique et sociale du Cameroun. Maintenant, lorsque je passe aux candidats, aux 13 candidatures retenues, alors, j'ai plusieurs constats à ce niveau. Le premier, c'est que j'ai l'impression que c'est une élection dans laquelle le parti au pouvoir a verrouillé les règles du jeu à l'avance pour s'assurer d'emporter ces élections sans risque de péril. Ça veut dire quoi concrètement? C'est RDPC contre RDPC? Je vais y arriver. Ça donne l'impression d'être une compétition RDPC contre, en grande partie, RDPC bis. Alors, comment ça a été verrouillé? Ça a été verrouillé par l'article 121 du Code électoral, qui disait que on peut être présenté soit par des partis ayant des élus, soit être un candidat indépendant. Mais sur les candidats indépendants, c'était la quadrature du cercle. C'est-à-dire, il fallait trouver 300 signatures d'élus, c'est-à-dire il s'agit de députés, sénateurs, conseillers régionaux et conseillers municipaux, ainsi que les chefs de premier degré. Mais une fois qu'on a sécurisé ces 300 signatures, il fallait qu'elles soient authentifiées par l'autorité administrative compétente. Ça veut dire qu'il fallait passer par les fourches codines des préfets et sous-préfets. Et j'ai personnellement, qui ont été nommés par l'État. Donc, j'ai exclu cette possibilité. C'est pourquoi je suis allé vers la deuxième de chercher à avoir un parti qui puisse m'investir. Donc, ça a été verrouillé à ce niveau. Et le deuxième niveau de verrouillage, c'était par l'article, je crois, 15 de la Constitution sur le report des élections législatives et municipales. Là, à ce niveau, je pense que l'État camerounais a volontairement verrouillé le débat en prétextant que on avait des circonstances exceptionnelles pour repousser les élections
législatives et municipales après les présidentielles, alors que ce sont des élections prévues de longue date. Et quand il a raison évoqué, qui dit qu'il n'y avait pas assez de ressources pour organiser toutes ces élections dans la même année, je peux dire à tous mes compatriotes que, ayant été au FMI, et sachant que le Cameroun est sous programme du FMI, là où le FMI ferme souvent les yeux, même lorsque vous avez des contraintes budgétaires, c'est en ce qui concerne les dépenses électorales et les dépenses de souveraineté. Donc, la raison qui est avancée en disant qu'on ne pouvait pas organiser les élections pour des absences de ressources budgétaires, elle n'est pas justifiée. On a utilisé, en fait, ce sont des raisons politiques pour verrouiller le jeu. Donc, nous retenons de ce que vous dites que le gouvernement de la République a été impliqué dans ces élections pour empêcher les vrais, les vrais opposants tout au système à pouvoir être. Oui. Avec le verrouillage au niveau de la Constitution et au niveau du code électoral, on a créé une situation de rente pour les partis qui ont participé aux élections en 2020. Ce qui est très grave. Parce que si on avait organisé ces élections, on aurait donné la possibilité à plusieurs partis d'avoir des élus, et ce qui aurait pu permettre aux gens comme nous de compétir, d'être investis. La deuxième injustice à ce niveau, c'est que depuis 2020 à 2025, il y a des millions de Camerounais qui ont atteint l'âge de voter. Et on les amène dans une élection présidentielle où ils n'ont pas eu la possibilité de choisir leurs élus pour investir leurs candidats. Mais pourtant, les CAM a fait défiler les inscriptions jusqu'à... Non, je parle pas au niveau... Là, ils peuvent être dans la liste électorale pour les présidentielles. Mais ce que je dis, c'est que si on leur avait permis de participer aux élections législatives et municipales avant, ils auraient choisi leurs élus qui auraient pu investir de nouveaux candidats au présidentiel. Donc leur voix aurait compté pour choisir les candidats au présidentiel. Or, ici, on les amène au deuxième niveau où on a verrouillé le système en amont et ils ne peuvent intervenir que dans un système où ils n'ont pas pu contribuer à choisir les candidats. Donc, pour vous, nous retenons de ces 13 candidatures choisies qu'on n'a pas pu avoir des candidatures sérieuses parce que on est allé directement au présidentiel sans commencer par les législatives municipales. Tout à fait. Alors, maintenant, quand je regarde la liste, quand je regarde la liste, si vous permettez, j'ai l'impression que c'est... En 2 minutes, je pense que, bon, il y a de bons candidats, mais de manière générale, quand je regarde, j'ai l'impression que c'est une élection qui va se jouer entre le RDPC et une partie de ses alliés. Et l'autre message aussi, c'est que... Ça, c'est pour mettre, vous mettez la crédibilité de l'ECAM, là. Je fais un constat. Il y a beaucoup de partis ici qui ont soutenu, l'élection du président Biya en 2018 et qui reviennent, qui sont ici sur la liste. Et l'autre message que je peux faire passer rapidement, c'est que c'est une élection qui est basée sur l'exclusion. On a exclu des candidats qui pouvaient apporter quelque chose de majeur pour répondre aux problèmes des Camerounais. Je prends un exemple. Il y a le professeur Kamto qui a été exclu. Il s'agit d'un candidat qu'on le veuille ou non, mais il a apporté sa contribution à la vie nationale. Et les choses Cameroun respectent autant les lois, à des quarts de va, à des raisons pour lesquelles les candidatures certainement sont rejetées. Non, je pense que lui, tout comme d'autres candidats, feront des recours. Très bien. Je parle de lui. Non, je parle des gens qui ont apporté une contribution à la vie nationale. C'est-à-dire que je parle du professeur Kamto en particulier parce qu'il a contribué à régler les problèmes du Cameroun au niveau de Bakassi sous la haute autorité du président Biya qui avait orchestré le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Non, c'est pas ça. Même si son dossier ne respecte pas tous les Camerounais et demandez pas les cas. Non, je pense que tout le monde, y compris moi-même, y compris le professeur Kamto, y compris d'autres candidats qui ont été rejetés,
nous avons le devoir de nous conformer à la loi. D'accord. À la loi. Non, le message ici, je veux pas parler de lui en particulier. D'accord. Je dis simplement qu'il y a des hommes et des femmes qui ont apporté leur contribution à ce pays, comme moi, qui ai beaucoup aidé mon pays lorsqu'il travaillait sur la réduction de la dette, du programme PPTE. J'avais un programme ambitieux, une vision pour mon pays, et j'ai pas pu compétir. Justement, parlons de vous. C'est bien qu'on venait à vous parce que vous avez annoncé votre candidature. Tout le monde attendait Eugène Niambal, mais malheureusement, votre dossier n'a pas été déposé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? De manière concrète, je pense que je l'ai expliqué dans la précédente question, mais de manière concrète, vu qu'il y avait un nombre limité de partis qui pouvaient investir des candidats, Oui. on s'est retrouvé dans une situation de mercato politique sans précédent dans l'histoire du Cameroun. Ça veut dire quoi concrètement? En français Ça- facile. En français facile, ça veut dire qu'il y avait un marchandage politique. Oui. Ça Il veut dire fallait- qu'on vendait. Il fallait louer un parti. Donc, il pour fallait pas pouvoir- les partis Yango comme certains l'ont dit. Il fallait avoir un parti Yango. Très bien, comme les Et gens ont dit. oui, et je suis entré dans ce cadre. J'ai parlé à plusieurs partis. Oui. On demandait des sommes mirobolantes. Et puis, De combien on parle à peu près? À peu près, vraiment. non, il Vraiment. y en a qui m'ont demandé de déposer 150 millions, 150 millions de francs 150 millions de francs CFA pour être investi par pour le être parti. investi par un parti. D'accord. Et j'ai aussi eu un deuxième cas où j'ai discuté avec un parti jusqu'à la fin et j'ai attendu tout le week-end. Ce parti devait revenir vers moi. Bon, par la suite, ils ont fermé tous les canaux de communication et je me suis retrouvé à la date de clôture du dépôt des dossiers sans parti susceptible de me soutenir alors que j'avais tous les éléments réunis. Mais est-ce que c'est pas un peu de la naïveté de votre part pour un économiste international après qui a fait 30 ans de carrière, qui a pourtant fait sciences politiques également à l'université? Je me souviens, samedi dernier, c'était vendredi dernier, on a eu le ministre Siroma qui a fait une sortie et qui a dit aux journalistes que en politique, 2 plus 2 n'est pas égal à 4. 2 plus 2 peut être égal à 7, peut être égal à 10, peut être égal à 0. Mais pourquoi vous, économistes de haut niveau, vous n'avez pas pu mettre vos œufs dans plusieurs paniers? Disons, le temps était court et même les négociations qui ont commencé avant, dès que les gens ont senti que la période électorale était proche, il y a eu des surenchères. C'est devenu un marché sur lequel on s'en foutait des programmes, des idées et des autres. C'est le cash qui faisait la différence. Et vous imaginez mobiliser par exemple plus de 300 000 euros juste pour avoir une investiture, en plus de la caution, c'était beaucoup de moyens à mobiliser. 180 millions par là. Oui. Non. Je pense qu'on aurait pu, s'il y avait eu de la flexibilité, nous aurions pu, sur la base d'un programme fort, mener une campagne de levée de fonds qui nous aurait permis d'être dans le jeu. Mais ce qu'on a été confronté, comme en économie, aux lois de l'offre et de la demande. Ah. C'est-à-dire, il y avait une offre qui était limitée et un nombre de candidats incalculables en face. Et comme ce n'est pas un marché transparent, c'était difficile. Et l'autre chose aussi, nous sommes dans un système où vous parlez aux gens, mais ils parlent à d'autres personnes qui ne veulent pas que certaines candidatures puissent prospérer. Vous ne vous avez parlé du mercato. Ça veut Non, dire du mercato, non, je veux ça dire... veut dire que le marché est là, on donne le plus offrant. Non, c'est pas le plus offrant. Vous savez qu'il y a des candidats. Moi, j'étais déterminé, si on m'avait laissé compétir, de mener une campagne comme jamais on a mené de campagne ici, dans notre pays. J'ai un programme fort. Je voulais qu'on aille en compétition face à un bilan et à un projet de société. Je voulais débattre sur ça pour faire mon offre à mes compatriotes. Et les gens qui nous ont refusé le parti, il y avait des raisons peut-être pécuniaires, mais je pense qu'il y a aussi des mécanismes informels par lesquels on empêche que certaines candidatures puissent prospérer, comme la mienne par exemple. Lorsqu'on va au zoo, on doit se préparer à pouvoir être mordu par le lion. Tout à fait. Non, c'est une grande leçon pour moi et
et j'adore mon pays avec son esprit. J'apprends une leçon pour l'avenir, mais je serai présent dans toutes les prochaines échéances. Mon but aujourd'hui, On retient que Jean Yambal a été naïf. Non, je n'ai pas été naïf. Non. Vous savez, quand nous, on est habitué à travailler sur un marché transparent, mais on a été dans un marché où certaines règles du jeu n'étaient pas mises sur la table. Et je vous dis qu'il y a des forces qui ne veulent pas que des candidatures comme les miennes puissent prospérer. Donc c'est pas de la naïveté, c'est que la prochaine fois, on aura plus de temps pour se préparer. Et on prendra toutes les mesures préalables pour s'assurer que ça ne se répète pas. Depuis le début de cet échange, vous avez, Eugène Yambal, à plusieurs reprises accusé le système qui ne vous a pas fait prospérer certaines candidatures. Alors, j'ai envie de vous poser la question de manière sincère. Quel est le regard que vous jetez sur la scène politique camerounaise en général? Sur la scène politique camerounaise, ça c'est une vaste question. Ouais. Je pense que aujourd'hui, mon pays, le Cameroun, est confronté à une situation de crise sans précédent, où notre économie s'est effondrée, les jeunes sont sans emploi, l'agriculture, on importe l'essentiel de ce qu'on consomme, nous avons des villes sales, nos jeunes quittent les campagnes pour s'installer tous en ville, et il n'y a pas assez d'infrastructures pour tout le monde. D'autres pensent que leur avenir est à l'étranger. Bref, il y a un effondrement au niveau économique et social. Et face à cela, face au problème de la population, il y a une attente. Et c'est là que la classe politique doit répondre à cette attente. Lorsque je vois les problèmes de notre société, à mon avis, aujourd'hui plus qu'en 2018, quand je parle à nos jeunes, aux femmes et à tout le monde, la population est prête au changement. La population veut des hommes qui ont une vision, qui sont capables de résoudre leurs problèmes. Donc, le regard que je jette sur le milieu politique camerounais aujourd'hui, je dis que notre population a des attentes. Elle veut des hommes capables d'arriver, par exemple. Par exemple, notre pays a aujourd'hui besoin d'hommes et de femmes capables d'articuler une vision claire avec des projets et des propositions pour résoudre des problèmes concrets d'accès à l'eau, à l'électricité, à l'emploi, relancer nos industries, avoir des villes propres, créer des emplois pour nos jeunes. Et ça, c'est ce que moi, je voulais redonner espoir à tous nos jeunes qui souffrent. Redonner la fierté aux Camerounais. Moi, c'est ce que je voulais apporter dans cette campagne. D'accord, vous avez... Et j'étais prêt parce que j'ai pris le temps de réfléchir aux problèmes de mon pays. J'ai pris le temps de travailler sur des solutions. Et au quotidien, dans mon travail est d'aider à régler les problèmes des pays. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, le fait qu'on n'a pas d'électricité, qu'on n'a pas d'eau, qu'on n'a pas d'emploi, que l'agriculture, l'industrie se sont effondrées, c'est des problèmes que moi, je peux résoudre. Alors, avant d'arriver sur vos potentiels sur le plan professionnel, 2025 est en train de passer. Il y a les échéances électorales, législatives et municipales qui pointent à l'horizon. Vous avez échoué, comme vous dites, pour les présidentielles. What next pour les municipales et législatives? On va s'y préparer. L'autre chose que je voulais ajouter rapidement, c'est que par rapport à la campagne actuelle, je venais comme un candidat de rupture avec l'échec. Oui. C'est-à-dire, nous sommes dans une société aujourd'hui, quand vous voyez nos jeunes, vous leur demandez, il y a un emploi, ils vous disent, on est dans une société de la pénurie. On vous dit, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas... Non, moi, j'étais le candidat qui venait pour dire que on va passer d'un modèle de gestion de la pénurie à un modèle de création de la prospérité. Alors, c'est pour ça que j'étais également le candidat qui venait dire qu'on va passer d'une gouvernance essentiellement orientée vers la conservation du pouvoir pour une minorité, vers une gouvernance orientée vers le bien-être de tous les Camerounais. C'est pour ça je venais également avec des valeurs pour dire que on va construire une société qui est
qui est basé sur l'égalité des chances. L'égalité des chances. Sur le mérite. Le mérite. Je veux que les enfants de toutes les familles, quelles que soient les conditions, qu'ils aient les mêmes opportunités. Je sais le candidat qui veut un Cameroun basé sur la paix. Un Cameroun un Cameroun uni. La guerre du Nozo me fait mal. On doit réaliser que le fait d'être bilingue, la position géographique de notre pays, c'est une chance historique. Je voulais mettre en œuvre tout ceci. Je travaille également en France. Eugène Yambal. Oui, oui. En 2026, il y a les élections législatives et municipales. Est-ce que vous irez aux élections? Oui. On a appris la leçon de ce qui s'est appris aujourd'hui. Oui. Je peux dire à tous ceux qui nous ont suivis, tous nos compatriotes, Oui. que nous serons présidents aux élections législatives et municipales. Et j'invite les jeunes, je dis aux jeunes que mon projet, c'est d'être le point de passage entre Vous viendrez sous la bannière d'un parti? Entre l'ancienne génération et les nouveaux. Je veux qu'on puisse mobiliser une nouvelle génération d'hommes et de femmes talentueux pour les lancer dans la vie publique, dans la vie politique, pour qu'ils deviennent les acteurs de notre pays de demain. Tout comme dans la politique, je veux voir de nouveaux talents. Dans l'industrie, je veux voir de nouveaux capitaines d'industrie du Cameroun. Je veux qu'on ait des Dangote, je veux qu'il y ait des Camerounais qui sont prospères dans l'industrie, dans les services. Je veux un nouveau Cameroun dont on est fier. Eugène Yambal, oui. Vous viendrez au municipal vous viendrez faire quoi? Vous allez encore aller marchander avec des partis politiques. Comment vous allez procéder? Vous allez créer votre pot. Non, nous avons lancé notre propre mouvement. D'accord. Oui. Vous savez, on est en train d'y travailler. Ah, d'accord. Mais je peux vous dire rapidement, au cours de cette élection présidentielle, mon slogan était simple. Je veux construire une nation, le Cameroun, comme une grande nation, oui, unie, oui, prospère, solidaire, souveraine et panafricaine. C'est à partir de là que j'ai élaboré tout mon programme. Et mon slogan de mobilisation était « Ensemble pour un Cameroun meilleur », qui dépasse toutes nos divisions religieuses, ethniques et autres. Nous avons un patrimoine commun, c'est le Cameroun. Donc nous retenons que Eugène Yambal sera là aux élections législatives municipales. Absolument. Alors, Niger, moi, je veux qu'on sorte un peu de la politique pour parler de vous. En tant que technocrate, vous êtes à 30 ans de carrière, comme un économiste international. Vous avez travaillé notamment pour la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et bien d'autres structures sur le plan international. Aujourd'hui, quelle peut être votre plus-value pour le développement du Cameroun? J'apporte au Cameroun plusieurs dimensions. Déjà, j'aborde les problèmes de mon pays avec beaucoup de patriotisme, avec beaucoup d'engagement. Et je parle du fait que ce pays a un potentiel énorme. Quand je regarde le Cameroun aujourd'hui, pour moi, le Cameroun fonctionne pour moi aujourd'hui autour de 10% de son potentiel. Oui. C'est ce potentiel que je voulais relever. Je veux plus qu'on parle du passé, je veux parler maintenant. Aujourd'hui, en tant qu'économiste international, c'est que vous pouvez apporter aujourd'hui pour le Cameroun, pour qu'il sorte enfin de l'obscurité que vous avez tant décrié tout à l'heure. Ce que je peux apporter, c'est mon expérience. Je pense que quand on regarde, de par mon parcours, j'ai la chance d'avoir consacré du temps pour comprendre les problèmes des Camerounais. J'ai la chance d'avoir une expérience unique. Même dans nos institutions, vous n'avez pas beaucoup de cadres qui ont balayé toutes les institutions. J'ai fait le FMI au conseil d'administration 2 fois. Donc tout ce qui concerne les questions macroéconomiques de notre pays, gérer les finances publiques, tout ça, je peux redresser ça, changer ça. Tout ce qui est maintenant, avec mon expérience de la Banque mondiale, tout ce qui est politique structurelle, politique sectorielle, c'est-à-dire avoir une politique de développement du secteur privé, une politique de la santé, une politique au niveau de l'éducation. Je sais mettre en œuvre les politiques publiques avec pour objectif d'avoir des résultats. De l'autre côté, avec mon expérience du côté de la SFI, je suis également un financier. Je peux parler au milieu d'affaires, à la bourse, aux banques. Et avant cela, j'ai également travaillé, avant de rejoindre les institutions,
j'ai également travaillé comme cadre dans le secteur privé en Europe. Sauf que la ménagère se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que M. Nyambal raconte là, apporte des précis. Ce que j'apporte de manière précise, de manière concrète, la vie soit de plus en plus abordable au Cameroun. Non, de manière concrète, ce que je voulais apporter dans mon programme. J'avais dit que dans les 6 mois, je mets en œuvre un programme. Nous parlons de ce qu'on va apporter au Cameroun aujourd'hui. Oui. Ce que je vais apporter, En tant que technocrate. En tant que technocrate, j'avais un programme en 2 parties. En 6 mois, je mets en œuvre un programme de lutte contre la vie chère. Là, je cible les familles qui souffrent, les familles pauvres et la classe moyenne. Je fais baisser le coût de la vie. C'est-à-dire, je fais baisser le prix de l'essence, je fais baisser le prix du gaz domestique, je fais baisser les prix des premières nécessités. Ça, c'est pas des slogans politiques. Non. Simplement. Non, je dis, c'est dans mon programme de manière détaillée. Tout ce que je vous dis là. Sur les produits de première nécessité, je les fais baisser aussi. Je vais vous prendre je le dis depuis plusieurs mois. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, quand je vois les prix au Cameroun, je les compare aux autres pays. En termes de niveau de prix, le Cameroun a un niveau à peu près 30% supérieur aux autres. Je vais vous prendre des exemples simples. Vous prenez par exemple un sac de riz, une bouteille de gaz. Elle coûte 6500 ici. Qu'est-ce qui peut expliquer elle coûte 5100 francs en Côte d'Ivoire. Oui. Je prends le sac de riz de 5 kilos qui coûte près de 6000 ici. Ça coûte 3200 en Côte d'Ivoire. On a compris la vie. Vous prenez le prix de la bouteille d'huile. Elle coûte 1100 francs, 1200 en Côte d'Ivoire. Elle coûte 1500 ici. Alors, qu'est-ce qui explique cette vie chère au Cameroun? Oui. Il y a un certain nombre de taxes et il y a le fait qu'il y a des inefficacités dans le système. Il y a pas, en fait, l'État, le régulateur ne joue pas son rôle dans la manière de travailler, comment se forment les prix dans les secteurs. Donc, moi, j'ai fait une analyse de tout ça. J'ai des mesures concrètes que je peux apporter. Je vous prends un exemple. L'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple. Ce qu'ils ont fait là-bas, c'est qu'on a mis en place, je l'ai proposé lors de mes précédentes interviews, on a mis en place face à la vie chère, on a mis en place un comité public-privé où le gouvernement se réunit une fois par mois avec les hommes d'affaires et on fixe un système de contrôle des prix. Parce qu'on a dit aux hommes d'affaires, la paix sociale, c'est notre patrimoine le plus cher. S'il y a la vie chère, on peut avoir des problèmes sociaux. Donc, on a mis en place des mécanismes, on fixe les prix, il y a un système de contrôle des prix, et ceux qui ne s'y conforment pas, il y a des systèmes d'amende, et on peut vous empêcher même de continuer à exercer certains métiers. Donc, je vous dis de manière claire, dans tous ces domaines, dans le programme que j'ai préparé, de manière détaillée, je sais où je vais aller. Par exemple, dans l'électricité aussi, quand je vois ce qui se passe avec Eneo, je vais régler ça. Vous m'avez dit que Eneo, c'est une association de quelques personnes qui travaillent aux États-Unis. Non, je vais même pas entrer dans ces détails. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les problèmes qu'on a dans Eneo, et que vous avez dit que c'était un échec pour le Cameroun, malgré ça, on vous a pas écouté. Oui, je dis les problèmes qu'il y a dans Eneo, dans les télécoms, dans Camrail, dans le secteur de l'eau, ce sont les mêmes problèmes. J'ai des solutions à ces problèmes. Par exemple, dans les télécoms aujourd'hui, quand on regarde le secteur des télécoms du Cameroun, il est en retard vis-à-vis des autres. On est en retard au niveau de la révolution digitale. On déclare que le Cameroun fait 50% de chiffre d'affaires dans les télécoms par rapport à la Côte d'Ivoire, alors qu'on a le même niveau de population. Et il y a un problème de qualité des prix et de coûts. Je sais où il faut aller et améliorer la performance. C'est clair. Jean Nyambal, oui. À vous écouter, nous comprenons que vous êtes une solution pour les problèmes structurels du Cameroun. Je suis un candidat qui... Non, je parle pas de candidat, je parle d'une solution. J'ai dit à vous écouter, vous êtes une solution pour la majeure partie des problèmes du Cameroun. On peut le dire, oui. Alors, je vous dis ce qui me fait mal aujourd'hui. Excusez-moi. Ce qui me fait mal aujourd'hui, je suis aujourd'hui comme un médecin qu'on empêche de s'occuper de ses malades. Quand je marche même dans la rue, j'ai les solutions aux problèmes de mon pays dans la tête et j'ai mal. Et c'est pourquoi je me suis engagé dans la vie publique
pour aider à résoudre les problèmes des Camerounais. Alors, Eugène Yambal, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers les élections. Après les élections, le nouveau gouvernement sera installé, il y aura un nouveau président de la République. Si le nouveau président, je ne sais pas qui ce sera, quand il dit nouveau président, le prochain chef de l'État, vous appelez à la table pour dire, Eugène Yambal, vous avez une solution pour le Cameroun, venez, asseyons, nous discutons ensemble, trouvons des solutions pour le Cameroun. Vous irez? Vous savez ce qui m'est le plus cher? Est-ce que vous irez? Oui, c'est oui. Ce qui m'est le plus cher, c'est le Cameroun. Oui. Tout ce qui peut contribuer à améliorer le bien-être des Camerounais. Si le président m'appelle, me dit, je veux que vous apportiez votre modeste contribution pour aider à améliorer les problèmes du pays, je le ferai parce que je veux voir des jeunes qui ont du travail. Donc, si on appelle le jeune Yamba Demon, du ministre de l'économie du Cameroun, dans le prochain gouvernement, il vient sans problème? Je suis au service de mon pays et d'un projet ambitieux. Donc, il viendra. Dans un projet ambitieux pour changer, améliorer les conditions de vie des Camerounais. Je ne veux pas entrer au gouvernement pour entrer au gouvernement. Je veux servir mon pays. Je veux voir, il y a beaucoup de talents quand je marche, quand je vois nos jeunes, il y a beaucoup de talents. Je veux leur donner l'opportunité d'avoir de l'espoir, d'être fiers de leur pays. Alors, nous retenons que Eugène Yambal est prêt à servir le gouvernement de Cameroun, même si c'est dans un poste ministériel, pourvu qu'il soit libre de s'exprimer afin de dérouler son talent pour servir le Cameroun, pour développer le Cameroun. Je suis au service de mon pays. Alors, très bien. Alors, Eugène Yambal, je pense que avant de sortir, on va quand même revenir un peu sur votre parcours. On a écouté, on a dit Eugène Yambal, on a discuté de vous, mais avant de partir, concrètement, vous me dites au Camerounais, qui est même Eugène Yambal? Avant qu'on le sorte, concrètement. Eugène Yambal est un fils du Cameroun, né, j'ai 62 ans. Je suis né le 8 octobre 1962 à Douala. Ensuite, j'ai commencé ma vie scolaire au village, dans la Sanaga maritime en Gambie. Je suis d'une famille de culture upéciste, par le nom que je porte. Je suis issu d'une famille de patriotes. Un upéciste qui s'est fait flouer par un parti politique. C'est une parenthèse, Eugène. Non, c'est une parenthèse, Eugène. Oui, c'est une parenthèse, Eugène. Tout à fait. Donc, j'ai cette tradition familiale de l'amour pour la patrie. Et ensuite, j'ai grandi dans un Cameroun où il y avait beaucoup d'espoir. Quand j'allais à l'école, nous avions le privilège d'avoir la bourse. Donc, j'ai fait mes études à Douala au lycée George et puis au collège Liberman. Donc, j'ai eu de grandes inspirations à l'époque parce que j'avais un environnement familial où on m'exposait à lire les biographies des grands hommes. Et même quand j'étais à Liberman, je voulais ressembler à Raymond Aron, qui était un fameux philosophe en France. Donc, c'est sur ça que je pars en France après le bac. Et là-bas, je fais les grandes écoles françaises et puis l'université. Quand je dis grandes écoles, j'ai fait, Donc, j'ai d'abord commencé par une maîtrise en économie à l'université de Bordeaux. Et pendant que je faisais ma maîtrise en économie, je faisais également l'Institut d'études politiques de Bordeaux, qui est une grande école où on travaille sur tous les sujets. Et après ça, j'ai fait un DESS en banque, finance et négoce des matières premières. C'est à l'époque où on créait la bourse à Paris. C'était le DESS le plus coté à l'époque. Donc, on prenait à peu près 25 personnes sur à peu près 800 candidats. Donc, quand j'ai fait ça, après, je suis allé à Paris où j'ai fait l'université donc, j'ai fait l'université de Paris-Dauphine, où j'ai fait un DESS en système d'information. Et après, j'ai terminé par l'école nationale des ponts et chaussées. J'ai fait un MBA. Mais j'avais une passion, depuis Liberman, c'était d'écrire sur les problèmes de société. Donc, pendant que je travaillais dans une multinationale là-bas, j'écrivais des articles. J'ai écrit dans le journal Le Monde à l'époque. Et quand il y a eu la dévaluation, j'ai écrit sur le franc CFA, Afrique, quel changement après la faillite. C'est là que je rencontre un Écossais qui me donne l'opportunité d'aller à la Banque mondiale. Très bien. Donc, je vais à la Banque mondiale.
où j'arrive, je sors du secteur privé, mais je ne suis pas content de cet environnement. On me dit, c'était la période du consensus de Washington, où on disait que pour que les pays africains se développent, il faut faire les privatisations, il faut libéraliser et faire la microfinance. Et je me révolte contre ça. Donc, on me donne les grands pays, le Rwanda, le Sénégal, le Bénin. Donc, c'est là que je m'inspire du modèle asiatique. C'est vrai qu'on va pas développer tout votre Oui, CV. je m'inspire du modèle asiatique et je lance l'idée de la vision 2020 que l'on utilise Il aujourd'hui. y a 24 pays africains pour lesquels vous avez Et donc, après, participé au développement. oui, donc, après la Banque mondiale, je vais au FMI, au conseil d'administration, où nous représentons 24 pays au conseil d'administration. Très bien. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai défendu le dossier du Cameroun de réduction de la dette PPTE. Après, je vais à la SFI, Société financière internationale, où je m'occupais de l'Amérique latine. Après tout ce parcours, bref, je finis. COVID-19. Oui, vous avez également un oui, espoir. oui, je finis, mais à la base, j'étais pas un cadre de la BAD. Oui. Je donnais des conseils à la BAD, Oui. où j'ai travaillé sur la COVID-19 et tout ça. Et alors, tout ce parcours, c'était pour revenir servir mon pays, que je n'ai jamais quitté. Parce que depuis 30 ans, je suivais les problèmes économiques et sociaux du Cameroun. Nous savons que Jean Yambal est installé en Côte d'Ivoire. Il est de retour au Cameroun? Je suis de retour au Cameroun depuis plus d'un an. Non, depuis plus d'un an. Oui. Depuis plus d'un an, donc, je suis de retour. Entièrement à la disposition du Cameroun. Je suis entièrement à la disposition de mon pays. Je suis installé ici avec de courts voyages à l'étranger. Oui. Oui, oui. Donc, nous retenons donc que Jean Yambal désormais est au Cameroun et qu'il est disponible pour le Cameroun. Je suis au Cameroun depuis plus d'un an et je suis disponible pour mon pays. Je pense, on a la chance d'avoir un grand pays et nous devons travailler ensemble pour en faire l'un des pays les plus performants en Afrique et créer de meilleures conditions de vie pour notre jeunesse et pour notre population. Alors, Jean Yambal, on aurait discuté bien plus longtemps, mais la réalisation nous dit que le temps qui nous était imparti est achevé. Alors, nous allons vous remercier d'avoir accepté d'être face au pouvoir, tout en espérant que vous avez été à l'aise pendant cet entretien. Merci beaucoup, Ariano. C'était un très bon entretien. Vous savez, un entretien n'est de bonne qualité que lorsqu'on a en face de soi un bon intervieweur. Merci pour toutes ces questions. Merci, Jean Yambal. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui nous avez regardés. Prochain rendez-vous très prochainement avec un autre invité pour votre émission Face au pouvoir sur le 4e pouvoir. Salut à tous.